Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour prendre un peu de hauteur, c'est le cas de le dire, et parler de la très haute altitude, je soupçonne que c'est pas la première fois qu'on vous l'a fait, de ce que c'est donc cette très haute altitude et des buts et des ambitions de la France dans le domaine. J'ai le plaisir de recevoir le général de brigade aérienne Alexis Rougier, officier général en charge de la très haute altitude. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre Jublin et merci pour votre invitation. Et c'est par ailleurs une émission réalisée dans le cadre du partenariat avec le laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, où on choisit certains des thèmes d'études de ce laboratoire pour en produire des émissions, co-animées donc avec Elie Tenenbaum, le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour Elie. Bonjour Alexandre. Et je vais dire que c'est évidemment un sujet extrêmement émergent en ce moment, ça n'est pas totalement nouveau, mais ça a certainement pris une autre dimension depuis 2023 et depuis l'affaire notamment du ballon espion chinois, repéré au-dessus du territoire américain, ce qui a donné lieu à un feuilleton un peu anecdotique, mais au fond assez intéressant, parce que ça a duré vraiment longtemps. C'est-à-dire ça a duré plusieurs jours, alors que le ballon était visible à l'œil nu au-dessus du Canada et des États-Unis, et donc ça a donné lieu à de vraies interrogations sur comment le flinguer, pour le dire simplement, ce qui, au fond, introduit assez bien les problématiques d'action dans ce domaine, qu'est la très haute altitude, des problématiques donc très spécifiques. Et on peut signaler donc que le ministère des Armées s'est doté très récemment d'une stratégie très haute altitude, qui commençait à être très attendue depuis plusieurs mois et qui a été dévoilée autour du Salon du Bourget il y a quelques semaines. Et je vais dire très honnêtement que ça valait le coup d'attendre, parce que je trouve que c'est un document qui est vraiment excellent, à la fois précis et très pédagogique, ce qui n'est pas toujours le cas avec ce genre de document. Et vraiment, ça vaut la lecture de ces quelques dizaines de pages, parce que ça explique très très bien à la fois ce qu'est la très haute altitude et ce qu'on peut y faire ou pas. Mais avant toute chose, il faut quand même commencer peut-être par en dire un mot, si tant est qu'on puisse définir ça précisément. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par cette très haute altitude ? Alors, le sujet de la très haute altitude, il part d'un constat très simple, c'est que plus les technologies vont avancer, et plus collectivement, civils comme militaires, nous serons amenés à voler potentiellement, si ça présente un intérêt, de plus en plus haut et de plus en plus vite. Et donc, alors que jusqu'à aujourd'hui, la grande majorité des aéronefs volaient jusqu'à une vingtaine de kilomètres d'altitude, pour vous donner une idée, un avion de ligne que l'on utilise régulièrement en tant que passager, ça vole à 10, 12 kilomètres, pas beaucoup plus. Un avion de chasse classique, ça monte à 15 kilomètres, 18, une vingtaine pour ceux qui sont dédiés à cela, mais rarement au-dessus. Et eh bien, au gré de ces développements technologiques, cette zone qui était peu utilisée, c'est-à-dire grossièrement entre 20 km et 100 km d'altitude, sachant que le 100 km n'est pas un absolu, hein, l'air ne s'arrête pas à 100 km, eh bien, va être de plus en plus utilisée. À la fois par des objets que nous appelons couramment des HAPS, High Altitude Permanent System, principalement des ballons, mais aussi des avions solaires. Je veux préciser, parce que c'est toujours l'ambiguïté de cette homonymie, en l'occurrence solaire, ce qui est rare en domaine aérien, veut dire qui marche avec le soleil. Exactement. Et non pas du sol à l'air, ce qu'on dit souvent pour la défense solaire. Des avions qui se propulsent grâce à l'énergie solaire. Et d'un côté, et de l'autre, eh bien, des objets qui arrivent à se sustenter à ces altitudes, malgré la rareté de l'air, par leur vitesse. Qui est supersonique, voire hypersonique, et qui arrive donc à manœuvrer à ces altitudes du fait de cette vitesse. Pour nous militaires, c'est principalement des armements hypervéloces, des missiles hypervéloces. Et vous avez cité l'exemple des ballons chinois à l'instant, qui illustre cette première catégorie d'objets. Mais on peut aussi citer à la fois l'utilisation de ces armes hypervéloces par les Russes en Ukraine depuis 2022, les missiles Kinzhal, Zircon, dont vous avez dû entendre parler par exemple, mais pas que, on les retrouve aussi en Iran par exemple. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2024, des raids tout à fait emblématiques de l'aviation israélienne sur l'Iran, en octobre dernier en particulier, qui en utilisant ce type d'armes, les Sparrow en particulier, un Blue Sparrow et Silver Sparrow, ont réussi à pénétrer profondément les systèmes sol-air, cette fois-ci, iraniens, pour pouvoir les neutraliser.
Donc voilà, c'est cette réalité-là, la très haute altitude. C'est le fait d'utiliser cette tranche. Je vais dire tout de suite que moi, ça m'a beaucoup surpris, le fait que c'est une stratégie qui est à la fois parler de ces ballons, qui est ce que j'avais personnellement en tête, mais aussi des avions américains dont on reparlera peut-être, etc. Enfin bon, des quelques objets qui peuvent évoluer ça, et qu'il y a toute la moitié qui est vraiment sur les missiles hyper véloces. Et la partie missilerie, j'avais pas du tout conscience que c'était à ce point-là central dans cette occupation du domaine de la très haute altitude. Et oui, tout à fait. En réalité, toute la plus-value de cette réflexion associée à cette stratégie, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui change dans notre point de vue militaire quand on se met à utiliser cette tranche-là alors qu'on l'utilisait peu ou pas du tout précédemment. C'est un peu à l'image des fonds marins pour le milieu maritime. La très haute altitude, pour répondre totalement à votre question, c'est ni plus ni moins qu'une extrémité d'un milieu, l'extrémité haute du milieu aérien, qui était jusqu'à présent peu utilisée et qui demain le sera de plus en plus. Alors justement, donc vous liez la THA avec l'évolution de la technologie et des performances de différents types de systèmes. En même temps, on sait que historiquement, ceux qui s'intéressent un petit peu à l'aéronautique savent que la THA avait commencé à être exploitée de manière très ponctuelle par certains systèmes très rares, mais certains se souviennent de l'U-2, l'avion espion américain qui avait été abattu en 1960, Gary Powers, et c'était déjà peut-être la tranche basse de la très haute altitude, mais un peu au-delà des 20 km si je me trompe. Donc comment est-ce que on est arrivé petit à petit à la conquérir? Quels sont les enjeux technologiques pour arriver sur ces altitudes, et derrière en creux ça demande un petit peu de comprendre les caractéristiques physiques de ce milieu. Donc j'imagine raréfaction malgré tout de l'air. Il y a des schémas dans la stratégie sur les vents par exemple. On voit qu'en fait il y a un espace où en fait le vent réduit au-delà de ces 20 km. Qu'en est-il sur la pression? Et qu'est-ce qui fait que cette tranche-là, quand on est au-delà des 20 km, et on va dire tant qu'on a une atmosphère, quels sont les enjeux techniques pour y aller et pour y évoluer? Alors, l'ONERA, l'Office national de recherche aérospatiale, qui est un de nos premiers partenaires dans cette aventure de la très haute altitude, a coutume de dire que la THA, c'est le domaine des extrêmes. Le domaine des extrêmes en vitesse, extrêmement rapide, extrêmement lent. On peut dire par exemple le Concorde allait à proximité de la THA parce que évidemment c'est des endroits où il y a moins de friction de l'air, donc on peut gagner en vitesse. Exactement. Domaine des extrêmes en matière d'altitude, on l'a dit, quand un avion classique vole à 10 km, là on parle de 50, 100 jusqu'à 100 km, voire même potentiellement un peu plus. Extrémité en termes de résistance des matériaux. Lorsque vous avez une arme hyper véloce qui effectue des accélérations dans les virages phénoménales, évidemment, les matériaux sont mis sous très forte contrainte. Extrémité en termes de température. Lorsque vous êtes en très haute vitesse, vous êtes en très haute température. Lorsque vous êtes en basse vitesse, à ces très hautes altitudes, vous êtes en basse température, un peu comme dans l'espace, potentiellement éclairé d'un côté, non éclairé de l'autre. Donc des différences de température là aussi qui sont importantes, un peu comme dans le spatial. Et puis, dernier point, difficulté. La température remonte un petit peu et les vents réduisent dans la tranche 20-50, c'est ça? Alors ça, c'est un autre point, mais qui n'est pas un domaine d'extrémité. C'est plutôt, pour le coup, un élément favorable à la très haute altitude. Mais j'y viendrai juste après, et je réponds totalement à votre question sur cette difficulté technologique. Le dernier point clé associé à la très haute altitude et qui le relie au spatial d'une certaine manière, c'est que vous êtes beaucoup moins protégé par l'atmosphère et donc sujet aux bombardements spatiaux, ionosphériques en particulier, un peu comme les satellites. Et donc vous êtes obligé, typiquement, de renforcer... C'est les particules qui viennent du Soleil, qui arrivent et qui posent des vrais problèmes. On peut recommander à tout le monde l'étoffe des héros, mais aussi plein d'autres films qui montrent le fait qu'il y a des contraintes et le fait qu'on n'a pas une grande espérance de vie en très haute altitude. Tout à fait. D'ailleurs, pour un pilote, c'est une vraie difficulté que de monter là-haut. Il faut le protéger parce qu'il est bombardé et ça pose des difficultés pour sa santé. Il y a aussi la rareté de l'air qui est une vraie difficulté. Donc,
la très haute altitude, c'est un domaine de haute technologie et c'est bien pour cela qu'elle était difficile d'accès. Et je vais poursuivre sur votre remarque sur les vents en altitude. C'est aussi un lieu d'opportunité. Un lieu d'opportunité du fait des vents. Les vents dans l'atmosphère forcissent en fonction de l'altitude. Plus vous montez, plus ils sont forts. Et vous atteignez d'ailleurs vers les 10-15 km des zones dans lesquelles on parle des jet streams, des vents très forts, de potentiellement plusieurs centaines de km/h. Et puis, à partir de ces 12-15 km, eh bien, cette tendance s'inverse et plus vous montez, plus les vents se radoucissent, jusqu'à atteindre une zone très favorable qui est entre 18 km et 28 km, où là, les vents, tout d'un coup, deviennent calmes, variables, et éléments supplémentaires, vous n'avez plus de phénomène météorologique, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus de tempêtes, etc. Une éclaircie. Voilà, il y a une très belle éclaircie entre 18 et 28 km, et c'est justement dans cette zone-là que les HAPS, High Altitude Permanent System, ballons ou avions solaires, eh bien, s'épanouissent malgré la lenteur de leur déplacement, au gré de l'altitude, un peu comme les ballons dirigeables et les montgolfières des frères Montgolfier, eh bien, varient en altitude pour bien profiter de cette variabilité des vents et du calme de ces vents pour se diriger au travers du monde. Donc oui, c'est à la fois un lieu technologique et difficile d'accès, mais à la fois un lieu très intéressant parce que les vents sont faibles et variables d'une part, et d'autre part, la rareté de l'air fait que vous êtes susceptible de vous déplacer très rapidement. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot de qui maîtrisait déjà, ou en tout cas qui avait un peu d'avance dans ce domaine-là, puisque, alors Élie a cité le U2, dont j'invite à ne pas confondre avec le B2, hein. C'est-à-dire ça ressemble vraiment à un avion, et en creusant un peu, c'est un avion fascinant parce qu'on s'aperçoit que en fait il a quasiment pas de variabilité de vitesse, parce que s'il va trop lentement il décroche, et ensuite après sinon ça s'échauffe trop, mais c'est un avion qui est extrêmement vieux. On peut dire qu'il y a le SR-71 Black Hawk chez les Américains aussi. J'ai appris en lisant la stratégie que les soviétiques avaient quand même quelques avions de chasse qui étaient capables de taquiner la très haute altitude. On imagine pour ne pas être en reste comme d'habitude parce que les Américains faisaient quelque chose. Voilà, est-ce qu'on peut dire de qui avait, si ce n'est de l'avance, MiG-25 et MiG-31 qui sont cités. Voilà, parce que les soviétiques aimaient bien avoir des trucs qui allaient très haut, très vite, d'une manière générale. Est-ce qu'on peut dire un peu quelque chose de... Voilà, qui avait posé des jalons en quelque sorte, un peu dans la très haute altitude? Alors, on retrouve assez classiquement les grands acteurs du monde militaire. Et typiquement, États-Unis, Chine, URSS, puis Russie. Avec une différence, il faut le noter, entre l'hypervélocité d'un côté et les ballons et les HAPS d'autre part. Typiquement, les Russes sont très présents du côté de l'hypervélocité. Il y a une vraie avance. Vous citiez les avions historiques, MiG-31 par exemple, qui effectivement, au titre de la défense aérienne russe, eh bien, avait ces caractéristiques d'aller très vite, de monter très haut et de pouvoir intercepter, et en particulier ce U-2 américain qui n'a pas été intercepté pendant un certain temps jusqu'au jour de cette première interception. Intercepté par un SA-2, donc un système solaire longue portée, si je me souviens bien, au-dessus du Kazakhstan. Voilà, et on parlera justement de cette bataille de l'altitude qui est en train de se réaliser. Mais pour répondre à votre question, donc les Russes plutôt présents historiquement et encore aujourd'hui sur les sujets de l'hypervélocité, je citais tout à l'heure donc les missiles un peu emblématiques, Kinzhal, Zircon et autres. Mais les Américains et les Chinois sont aussi présents sur ces sujets-là, très clairement. Et à l'inverse, un vrai développement côté chinois pour ce qui est des ballons et des HAPS. Et ça n'est absolument pas un hasard si, en fait, ces affaires-là ont été révélées, entre autres, par l'affaire des ballons chinois en 2023, parce que la Chine a investi très largement ce domaine-là. Et il faut reconnaître, sans rentrer trop dans le détail, qu'ils ont pris une certaine avance. Alors souvent sous couvert de ballons météorologiques ou à des fins scientifiques de collecte de données physiques, c'est à partir de
le début des années 2000 qu'on a vu se multiplier ce type de système et effectivement en 2023 dans un contexte où clairement ils étaient exploités à des fins de renseignement. Alors c'est un sujet toujours délicat. Des ballons scientifiques, il en existe depuis plusieurs décennies. Et en France d'ailleurs, on a le CNES qui est un des grands acteurs du ballon en France. Et on parlera après de la base industrielle et technologique française qui est très bien placée dans tous ces domaines. La France a des ballons scientifiques qu'elle utilise dans cet espace de la THA depuis longtemps. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est important. Après, vous citez précisément le moment où les ballons typiquement chinois ont basculé de scientifique à un peu moins scientifique. Je ne vous cache pas que c'est délicat parce qu'on est clairement dans une zone grise, on est clairement dans l'hybridité et il ne vous a pas échappé qu'en février 2023, lorsque les Américains ont détruit ce ballon chinois, les Chinois ont évidemment annoncé dans la foulée que c'était un aéronef civil. À but de recherche. Donc vous voyez, on est vraiment au cœur de l'hybridité et on est au cœur des zones grises et on en parlera aussi d'un point de vue juridique. Et c'est ce qui rend justement cette zone intéressante et stratégique, c'est qu'elle est floue et donc propice à l'utilisation grise par nos compétiteurs. Est-ce qu'on peut dire un mot des intérêts? Parce que, alors, il y a, pour tout ce qui est les HAPS, donc ces objets plus ou moins statiques, on perçoit assez bien, c'est-à-dire ils font ce que ne peuvent pas faire ni les satellites ni les autres aéronefs, c'est-à-dire justement rester en place au-dessus d'un point, ce qui permet par exemple de collecter des données sur beaucoup plus longtemps et avec des capteurs moins vertigineusement performants que des satellites. Et je me disais, en vous lisant et donc en apprenant des choses sur ces missiles hypervéloces ou hypersoniques, quel est l'intérêt de manœuvrer par exemple ? Moi, j'avais toujours l'idée que ces missiles-là, qui soient manœuvrants en phase finale, c'était globalement plus ou moins des missiles balistiques qui pouvaient donc aller très très au-delà de la très haute altitude, redescendre et manœuvrer en phase finale. Dans le cas des planeurs hypersoniques, qui sont différents des missiles de croisière hypersoniques. Puisqu'il y a plusieurs technologies hypersoniques. Mais bon, les planeurs hypersoniques sont une très grosse partie de tout ça. Mais donc, quel est l'intérêt, en gros, de la très haute altitude pour ces missiles-là ? Pourquoi est-ce que c'est si intéressant et pourquoi c'est là-dedans, c'est dans cet espace-là qu'ils manœuvrent? Et puis aussi la question de la permanence, quoi. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette zone? Évidemment, c'est qu'elle présente des avantages. Pour rebondir sur votre question. D'un point de vue militaire, cette zone présente 3 avantages stratégiques. Le premier, c'est la longe qu'apporte la très haute altitude. Les ballons que vous évoquez sont susceptibles de faire le tour de la Terre. Vous avez peu d'aéronefs qui sont capables de faire ça, si ce n'est aucun aéronef classique. Donc c'est une vraie qualité. De même, les missiles, les armements hypervéloces frappent à plusieurs milliers de kilomètres. C'est l'exemple typiquement du raid israélien sur l'Iran qui le montre très clairement et donc permet de rester à distance et bien de pouvoir frapper l'adversaire à distance. Donc avec l'emploi de missiles aérobalistiques, donc qui sont tirés depuis des avions dans l'altitude classique, conventionnelle, on va dire, exactement, qui montent dans la THA, exactement, qui vont, je ne sais pas s'ils passent dans l'exo-atmosphérique. Alors, il y a différentes formules. Je vous parlerai de toutes les familles d'hypervélocité. Il y a différentes formules. Et la frontière, d'ailleurs, et on se rend compte que finalement, il n'y a plus vraiment de frontière. Et c'est tout l'intérêt de cette réflexion, c'est de montrer à quel point, de plus en plus, il y a une forme de continuité entre l'air et l'espace, sachant qu'il n'y a pas de frontière physique, on pourra en parler, c'est un élément très intéressant de la réflexion. Il n'y a pas de frontière physique entre l'air et l'espace. L'air se raréfie de manière continue jusqu'à 1 millier de kilomètres quand vous vous retrouvez avec des satellites qui orbitent à 300 km, 400 km. Donc vous voyez, il y a une forme de continuité. Mais pour répondre totalement à votre question, je poursuis sur les avantages de la très haute altitude. Premier avantage, la longe. Deuxième avantage, la permanence, pour ce qui est des HAPS uniquement. Lorsqu'un aéronef classique va voler 24 heures, 48 heures max, peut-être bientôt une semaine. Là, dès que vous touchez à la science des HAPS, vous volez plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à une année. Ça n'a plus rien à voir. Donc ça vous permet de voyager à travers le monde et surtout de rester au-dessus d'une zone d'intérêt pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Parce que non habité, parce que pas besoin de carburant. Voilà, exactement.
sustenté soit par la légèreté et l'aide du soleil, pour ce qui est des avions solaires, et sustenté parce qu'ils sont plus légers que l'air pour ce qui est des ballons. Donc la permanence, alors vous allez me dire mais pourquoi cette permanence? Eh bien d'un point de vue militaire, pouvoir rester au-dessus d'une zone, le Sahel par exemple, et pouvoir observer avec des caméras, pouvoir écouter, pour pouvoir communiquer, créer une bulle de télécommunication au-dessus d'une zone d'intérêt, eh bien ça présente un avantage certain. Donc la longe, la permanence. Et puis, le troisième élément non négligeable, qui est caractéristique du milieu militaire, eh bien, c'est la survivabilité de cette très haute altitude. Et là, vous verrez, je vais répondre à la question que vous aviez subsidiaire sur les différentes familles d'armes hypervéloces. Cette survivabilité, elle est obtenue de deux manières différentes, d'une certaine manière, soit par l'altitude, pour ce qui est des HAPS, potentiellement la discrétion, mais c'est un sujet ouvert, hein, vous le voyez très bien dans la stratégie, vous voyez qu'on reste très, très neutre sur le sujet, on voit bien que certains ballons le sont, d'autres le sont beaucoup moins, etc. Donc, mais il y a un vrai sujet avec l'altitude. Voilà. L'altitude et la vitesse. Ouais, c'était le truc des Chinois, enfin, du ballon chinois, oui. C'est qu'ils se sont vraiment cassés la tête pour savoir avec quoi ils pouvaient le choper. Exactement. Même si, et c'est sorti dans la presse, le ballon chinois qui a été abattu par ce F-22 en février 2023 restait à des altitudes encore très raisonnables. On était même d'ailleurs légèrement en dessous des 20 km. Mais se développent aujourd'hui, et je ne vous parle pas de demain, je vous parle d'aujourd'hui, des objets qui montent plus haut. Or, intercepter ces objets à ces altitudes qui sont importantes, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est la raison pour laquelle nous avons effectué cette campagne d'expérimentation et de tir, dont vous avez vu les résultats il y a 15 jours, qui ont été deux magnifiques succès. On enregistre cet épisode mi-juillet, donc c'était tout début juillet. Tout à fait, voilà, c'était tout début juillet. Eh bien, nous avons réalisé des tirs sur des ballons cibles du CNES, puisque spécialiste du domaine, avec Mirage 2000 et Rafale. Et nous avons réussi cette prouesse que de tirer bien au-delà de 20 km d'altitude sur ces cibles. Et bien nous a pris de faire toutes ces expérimentations parce que nous avons découvert ou redécouvert, ou c'est toujours pareil, quand on fait les choses de manière réelle, finalement on découvre quelques surprises, eh bien il a fallu lever quelques verrous pour pouvoir réaliser cet élément-là. Et d'ailleurs pour le réaliser, on a dû un peu sortir de tous les domaines, à la fois en altitude, pour ce qui est des systèmes de détection. Enfin, ça pose un certain nombre de difficultés, il fallait les surmonter. La stratégie évoque aussi l'Aster 30 B1NT qui fin 2024, donc qui est la nouvelle génération des Aster 30, Aster étant la famille de missiles surface air, donc à la fois sur frégate et puis dans les fameux Mamba ou système Sampé, qui font de la défense aérienne, mais qui avaient aussi des limites physiques forcément, et donc avec une nouvelle génération qui est censée aller plus haut. Donc exactement. La nouvelle génération, justement, augmente son altitude d'interception d'une part et augmente ses capacités d'intercepter des objets rapides d'autre part. Et donc on adresse très clairement cette double question de l'altitude et de la vitesse portée par la très haute altitude. Parce que s'il suffisait de taper des ballons, on trouverait une solution, mais c'est aussi les missiles hypervéloces qu'il faut réussir Exactement. Et j'en viens donc au deuxième volet de mon troisième avantage, qui est la survivabilité. On obtient une certaine survivabilité aussi par la vitesse associée à la manœuvrabilité. Et c'est ce qui est porté par la famille des armes hypervéloces. Et là, on retrouve un certain nombre d'armements. Dans les armes hypervéloces, vous avez grossièrement 3 grandes familles que j'aborderai des plus anciennes et des plus classiques et des plus simples jusqu'aux plus perfectionnés. Vous avez d'un côté les missiles balistiques MARV, ce qu'on appelle MARV, pardonnez-moi pour ce terme un peu abscon, mais c'est un terme anglais qui veut dire Maneuverable Reentry Vehicle, c'est-à-dire que c'est un missile au départ balistique, simplement balistique, mais qui ensuite, lors de sa retombée, lorsqu'il atteint à peu près une trentaine de kilomètres d'altitude au moment de sa retombée, se met à effectuer des manœuvres, soit des rebonds, des spirales, pour pouvoir contrer les systèmes sol-air,
adverse. Et c'est typiquement ce type d'armement qui ont été utilisés par les Israéliens lors de leur raid sur l'Iran. Et ces manœuvres-là, ils les font en THA ou ils le font Oui, ils débutent vers les trentaines de kilomètres, et donc c'est une très haute altitude. Mais ce qu'il faut noter sur ces armements, quelle que soit la famille que je vais évoquer juste après, c'est que de plus en plus, ils utilisent la tranche 20-100 km dans l'ensemble de leur parcours pour 2 raisons. La première, c'est rester dans un domaine où il reste encore un peu d'air pour pouvoir manœuvrer, s'appuyer sur l'air pour manœuvrer, alors qu'un missile purement balistique intercontinental se retrouve assez longtemps en balistique dans l'exo-atmosphérique, dans l'espace, et donc potentiellement assez vulnérable à cet endroit-là. Parce que trajectoire prévisible, balistique, voilà, trajectoire parfaitement prévisible. Par les lois de la physique. Par les lois de la physique. À l'inverse, lorsque vous restez dans l'air, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur l'air pour manœuvrer. Et là, en l'occurrence, dès que vous manœuvrez dans l'air, vous avez un phénomène parfaitement physique qui donne un avantage au glaive par rapport au bouclier. Pour vous donner une règle très simple, lorsqu'un missile réalise une manœuvre et accélère dans cette manœuvre, en appliquant des G, ce qu'on appelle les G, les fameux G des pilotes, les facteurs de charge. Lorsqu'un missile applique un certain facteur de charge, par exemple 10 G, eh bien, le bouclier, qui est le missile sol-air qui doit l'intercepter, lui doit avoir des capacités 3 fois supérieures pour pouvoir l'intercepter. C'est comme vous imaginez la courbe du chien sur un lapin, eh bien, pour que le chien puisse attraper le lapin, il faut qu'il ait 3 fois les capacités du lapin. Et donc, vous voyez que dès que vous rentrez dans l'air et que vous vous mettez à manœuvrer, d'entrée, vous présentez un avantage à l'attaque sur la défense. Donc c'est très intéressant. Ce qui explique d'ailleurs le coût en général supérieur des intercepteurs sur les missiles d'attaque et donc l'économie des échanges de salves qu'il y a derrière. Ça, c'est le premier intérêt à rester en très haute altitude pour ces objets-là. Et le deuxième intérêt, eh bien, c'est que vous restez un peu plus collé à la rotondité de la Terre et donc moins visible des systèmes d'alerte avancée, des radars longue portée qui ne peuvent pas voir au-delà de l'horizon. Et c'est pour cela d'ailleurs que les 2 familles que je vais vous décrire ensuite de systèmes hypervéloces vont de plus en plus finalement se coller rester très haut quand même, donc vers les 30-50 km pour être au-dessus des systèmes solaires classiques, et à la fois être suffisamment bas pour se dévoiler de la menace le plus tard possible du fait de la rotondité de la Terre. Et là, vous retrouvez 2 familles de plus en plus perfectionnées, si je puis dire. La deuxième famille, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la famille des planeurs hypersoniques. Donc cette fois-ci, c'est un missile balistique comme le MARV que j'évoquais précédemment, mais au lieu de retomber jusqu'à 30 km et d'évoluer de manière assez basique, en réalité, il se met à planer et à pouvoir potentiellement évoluer dès la phase de descente du missile balistique. Voilà. L'exemple classique, alors vous les retrouvez en Chine, le DF-17 par exemple est un exemple chinois bien connu, et nous travaillons, le VMAX dont vous avez dû entendre parler, est typiquement de cette famille-là, de cette génération-là. Et puis la 3e génération, encore plus perfectionnée, est en cours de développement. Eh bien, c'est ce que vous évoquiez précédemment, c'est le missile de croisière hypervéloce. Cette fois-ci, ça n'est plus un missile balistique, mais un moteur en réalité, et qui a des capacités très particulières parce qu'il est capable de faire fonctionner un moteur en hypervéloce. Et ça, c'est d'une complexité rare. L'ONERA, qui connaît bien ce sujet, c'est l'Office national de recherche aérospatiale, prend cette image que je trouve très belle. Elle dit c'est comme brûler une allumette dans la tempête. Vous voyez, même les armements supersoniques, du bas supersonique, en réalité, l'objet est supersonique, mais lorsque l'air rentre dans la chambre de combustion, il devient subsonique, se consume, puis réaccélère en supersonique. Lorsque vous atteignez des vitesses hyper véloces, vous n'arrivez plus à faire de la combustion subsonique, sous la vitesse du son. Je rentre dans des détails un peu techniques, mais ça vous donne une petite idée de toute la technologie. Eh bien, ces objets-là sont capables d'être propulsés tout au long du vol, sont capables de voler plus bas et d'être manœuvrants tout au long de leur vol. Et donc de rester, de pouvoir survivre de manière beaucoup plus précise, à la fois au début de leur trajectoire,
donc au début du combat, si le combat se fait avant l'objectif, et à la fois en finale de leur trajectoire, au moment d'atteindre l'objectif. Je vais faire juste un léger point de sémantique pour dire que l'hypervélocité, c'est un terme juste plus large. On emploie généralement plus facilement le terme d'hypersonique, qui a un stade, c'est 5 fois la vitesse du son. Hypervéloce, c'est pour dire d'une manière générale des objets se déplaçant à de très grandes vitesses, plusieurs fois la vitesse du son. C'est légèrement plus large que hypersonique. Il n'y a pas plein de problèmes parce que c'est devenu un buzzword qui camoufle plein de choses par ailleurs. Oui, on est très attaché au terme d'hypervéloce parce que non seulement, comme vous le dites très bien, il inclut d'une manière générale les grandes vitesses, mais il inclut aussi l'idée de la manœuvrabilité. À l'inverse de la pure balistique. Voilà, un missile purement balistique qui va être hypersonique, s'il ne manœuvre pas du tout, finalement, il ne rentre pas dans la catégorie de l'hypervélocité. L'hypervélocité, c'est le problème, c'est que tous les missiles balistiques ont toujours été hypersoniques en phase finale, puisque par définition, et l'hypervélocité permet de sortir de cette ambiguïté. Et d'arriver au bout de votre question, pardonnez-moi, j'ai été un peu long, mais des intérêts, c'était votre question de la très haute altitude, c'est bien l'allonge, la permanence et cette survivabilité que j'évoquais, soit par l'altitude, soit par la vitesse, associée de la manœuvrabilité. Oui. Non, je pense que sur les missiles et les enjeux d'interception que ça pose, c'est très clair. Si on revient maintenant sur l'objet, le premier objet que vous parliez, donc les HAPS, donc les ballons, les avions solaires, là aussi, est-ce qu'on peut, pour les missiles, les missions sont claires, il s'agit de faire de la frappe. Sur les ballons, peut-être expliquer qu'est-ce qu'on va chercher. Donc on a bien compris, allonge, permanence, survivabilité, ce sont des caractéristiques, on va dire, de la mission, mais in fine, au profit des armées, on se doute qu'il y a des enjeux de renseignement. Quel type de mission de renseignement? Il y a aussi évoqué dans la stratégie des enjeux de bulles de connectivité, d'effets de communication, pour servir de relais de communication. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous brosser les différentes missions qu'on va rechercher dans cette THA, notamment avec les HAPS, puisque je pense que les missions des missiles sont relativement claires, mais celles des autres plateformes peut-être un peu moins. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant avec ces apps, d'abord, avant de parler du sujet militaire, c'est qu'ils ont des applications duales. Et ça, c'est très intéressant, évidemment. Très intéressant économiquement. Il est toujours plus profitable pour les uns comme pour les autres d'avoir un double marché plutôt que de travailler sur un seul marché, qu'il soit civil ou militaire. Et pour nous, militaires, dès qu'on peut avoir une technologie qui soit duale, évidemment, d'un point de vue de l'efficience, c'est extrêmement intéressant. En l'occurrence, pour les HAPS, c'est parfaitement le cas. Lorsque ces apps font de l'observation, ils peuvent le faire au-dessus d'une zone d'opération, mais ils peuvent aussi le faire dans le sud-est de la France pour surveiller les feux de forêt. Ils peuvent le faire aussi au-dessus de Mayotte après une catastrophe pour aller piloter typiquement les manœuvres au sol, sachant qu'il est toujours dans une ambiance chaotique, extrêmement compliqué de se déplacer, de comprendre ce qu'il y a derrière la colline, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a une dualité immédiate de ces objets qui seront susceptibles de rester au-dessus de Mayotte, par exemple, pendant 3 mois, le temps de venir au secours des Mahorais. Et comme on le disait, c'est d'abord pour des missions civiles qu'ils ont été développés, en tout cas en France ou en Europe. Et aux États-Unis, tout à fait, exactement. Donc la mission d'observation, je pense que tout le monde la comprend assez facilement. Elle est simple. Elle nécessite tout de même qu'il fasse beau. C'est ça. Mais il y a des zones dans le monde où il fait beau, et lorsque vous restez 3 mois ou 6 mois au-dessus d'une zone, il y a quand même une grande partie des moments où il peut faire beau, et tout d'un coup, votre objet est tout à fait pertinent. Donc surtout si c'est le Sahel. Surtout si c'est le Sahel, bien sûr. Donc ça, c'est pour l'observation optique. Après, j'imagine, il y a des capacités de mettre d'autres types de capteurs électromagnétiques. Et j'allais y venir, dès que vous basculez sur du radar, de la technologie radar, et là, vous vous affranchissez d'autant plus de la problématique météorologique, donc c'est tout à fait intéressant. La difficulté, c'est que souvent ces objets, ces charges utiles, comme on dit dans notre jargon, sont plus lourdes. Donc ça nécessite des apps un peu plus performants, mais c'est tout à fait envisageable. Donc voilà pour l'observation, qu'elle soit radar, optique, multispectrale. Juste pour finir sur l'observation,
par rapport aux enjeux du satellite en orbite basse notamment, mais peut-être pas uniquement, en termes de résolution, en termes de performance, ce qu'on a en THA par rapport à ce qu'on aurait sur du satellite d'observation ou de ROEM, ça se compare. Renseignement d'origine électromagnétique. Ouais, la problématique est très simple à comprendre. Plus vous vous rapprochez de votre objectif, mieux vous le voyez. Et c'est d'ailleurs physiquement linéaire. C'est-à-dire que si vous êtes 2 fois plus près, vous voyez 2 fois mieux. C'est aussi simple que ça. Pour vous donner un exemple très concret, la caméra qui va être utilisée par dans les 2 des expérimentations que nous ferons en 2025, à la fois l'avion solaire Zephyr de la filiale Alto d'Airbus d'une part, mais aussi le ballon manœuvrant de la société Emeria, le ballon Ballman, utilisera une caméra qui, du fait qu'elle sera placée à une vingtaine de kilomètres d'altitude et non pas à 450 kilomètres d'altitude comme un satellite du type CSO, eh bien finalement, alors que la caméra est moins performante, aura les mêmes résolutions. Donc vous voyez, ça vous donne un exemple de cet avantage. Alors, le fait d'être plus proche vous permet de voir mieux, ou de voir aussi bien avec une caméra moins chère ou moins performante. Mais ça le présente aussi, le ballon ou le HAPS, d'une manière plus générale, présente un autre avantage, c'est que vous avez cette permanence. Les satellites d'observation qui présentent d'autres avantages. Encore une fois, les 2 capacités sont très complémentaires, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et chacun présentant des avantages et des inconvénients. Le satellite a de très grands avantages, c'est qu'il peut survoler l'intégralité de la Terre sans aucune difficulté, puisqu'il n'y a pas de problème de souveraineté. En revanche, les satellites d'observation en particulier sont souvent dans le bas du LEO, Low Earth Orbit, les basses altitudes de l'espace, parce qu'ils veulent se rapprocher justement du sol pour voir plus clair, pour dire les choses simplement. En étant en LEO, évidemment, ils défilent. Voilà, ils ne sont pas géostationnaires, comme les satellites qui restent au-dessus d'un point vertical. Mais qui sont très éloignés. Et quand ils défilent, eh bien, ils restent 5 minutes, 10 minutes, à peine utiles au-dessus d'un point d'observation. Donc il faut que la scène se passe à ce moment-là, il ne faut pas se tromper sur sa cible, il ne faut pas qu'il y ait un nuage qui passe à ce moment-là. Vous voyez, c'est quand même assez délicat, et il ne va pas passer en permanence au-dessus. Donc si vous ratez votre cible au premier passage, il va peut-être falloir attendre quelques heures pour pouvoir réaliser une nouvelle photo. À l'inverse, clairement, on passe de la photo au film en quelque sorte. Voilà, exactement. On passe de la photo au film, et d'ailleurs la première caméra que nous allons utiliser sera une vraie caméra, et fera du film, de la vidéo, donc avec une capter du mouvement, ce que les satellites ont beaucoup de mal à faire, puisque exactement. Évidemment... Donc c'est une vraie qualité des HAPS pour ce qui est de l'observation. Si je poursuis sur les missions des HAPS, qui était votre question initiale, eh bien effectivement l'écoute. De la même manière que des satellites sont susceptibles d'écouter le champ électromagnétique, eh bien on peut le faire avec ces HAPS. D'ailleurs, HAPS, qui veut aussi dire dans le milieu High Altitude Pseudo-Satellite. Donc en fait, nous réalisons avec ces charges utiles un peu les mêmes choses que nous faisons avec des satellites. Les termes pseudo-satellites sont totalement similaires à... Voilà, tout à fait. Alors certains utilisent pseudo-satellite, d'autres utilisent permanent system. Moi, je préfère, c'est le choix que nous avons fait pour la stratégie, utiliser le terme permanent system pour montrer vraiment la grande caractéristique de ces HAPS. Et puis, troisième grande mission que vous avez évoquée, c'est la télécommunication. Très clairement, dans une zone, et je rejoins la dualité que j'évoquais tout à l'heure, dans une zone de catastrophe, la première des choses, c'est que les systèmes de télécommunication sont totalement détruits. Et alors vous pourriez me dire que les satellites vont pouvoir pallier cette difficulté-là, sauf que parfois nos satellites ne couvrent pas ces zones. C'est ce qui arrive de temps en temps. Et deuxième élément, souvent au moment des catastrophes, les bandes passantes des satellites civils sont complètement saturées. Elles l'étaient déjà au départ, parce qu'en général, on utilise le maximum de sa capacité. Mais au moment où on veut venir, nous, sur le territoire, pour venir en aide à un pays, Haïti est le parfait exemple à l'époque, lors du cyclone, eh bien, les bandes passantes étaient totalement saturées. Donc si vous êtes capable de placer, comme je le disais tout à l'heure pour Mayotte, eh bien une bulle d'hyperconnectivité, 4G, 5G tout simplement, qui permettent de
de point à point à tous les acteurs de la zone d'opération de sauvetage de pouvoir communiquer les uns avec les autres, c'est quand même une capacité assez extraordinaire. Et là aussi, par rapport à du Starlink ou du OneWeb... légèrement plus souverain que du Starlink, a priori. Et plus souverain que du Starlink, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est d'un point de vue civil. Et d'un point de vue militaire, eh bien, créer une bulle d'hyperconnectivité sur une zone, que ce soit une zone d'opération terrestre ou une zone d'opération maritime, suivre un groupe naval, par exemple, eh bien, ça a du sens. Voilà, que ce soit avec de la 4G, de la 5G ou d'autres systèmes. Je vais juste ajouter une autre fonction, parce que je la trouve extrêmement amusante et que vous la citez dans la stratégie. C'est apparemment, ce serait plus ou moins possible de faire des largages, donc de faire du ravitaillement à partir de ces ballons, mais alors il faudrait mettre des aéroports, enfin des ports pour ravitailler. Enfin bon, c'est tout à fait intéressant là-dessus. Juste pour reboucler, puisque on tourne autour depuis le début, mais c'est quand même une question et un avantage certain, c'est la question légale, c'est-à-dire la question de la souveraineté, qui est une problématique multinationale, donc forcément complexe. Ce qui est certain, c'est que l'espace, bon, ça va, encore faut-il définir précisément l'espace, mais pourquoi pas. Ce qui est certain, c'est que l'espace aérien, ça va à peu près aussi, même s'il n'est pas très explicitement défini, mais donc qu'en est-il de la bande entre les deux, la très haute altitude ? Alors merci pour votre question, elle est fondamentale et c'est un des 3 grands enjeux qui sont portés dans la stratégie pour la très haute altitude. C'est la question de la souveraineté. La question est complexe, comme vous l'avez dit, et c'est ce qui rend finalement le sujet intéressant. L'espace aérien que vous évoquiez, en réalité, il inclut la très haute altitude. L'air, le milieu air, est souverain. Et ça, c'est ce que dit la Convention de Chicago de 1944. Au-dessus des pays. Au-dessus et des dans pays. Les limites des eaux territoriales. Tout à fait. Jusqu'à 12 nautiques des côtes, etc. Bref. L'air au-dessus des États est souverain. Mais la Convention de Chicago ne dit jamais quand est-ce que s'arrête l'air. À l'inverse, ou de la même manière, le traité de l'espace de 1967 dit très clairement que l'espace est libre, pour le coup. Mais en revanche, il ne dit jamais quand est-ce que commence l'espace. Et c'est normal. Les gens pourraient dire, mais c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas créé une distance? Ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. En réalité, non. Parce que la physique dicte cette réalité. L'air se raréfie de manière continue, du sol jusqu'à, comme je le disais tout à l'heure, 1 millier de kilomètres pour fixer une limite à un moment donné. On peut dire qu'il y a une notion physique que je comprends absolument pas, mais qui a l'air de faire un peu consensus, qui est la limite de Kármán, qui a été souvent utilisée pour définir la limite entre espace aérien et exo-atmosphérique. Pour le coup, je vais vous contredire. Quand vous dites souvent, c'est très peu souvent à l'inverse. Il n'y a que 3 pays dans le monde qui considèrent que la limite entre l'air et l'espace, c'est la limite de Kármán. 3. Vous imaginez bien qu'ils sont très minoritaires. Limite de Kármán que vous pouvez définir. Alors, je vais vous définir tout de suite. Elle est très intéressante en soi. Et c'est ce qui a déterminé nos fameux 100 km. Parce que moi, dans notre réflexion collective sur la très haute altitude, il fallait que l'on se fixe une limite. Mais il ne vous a pas échappé que systématiquement, on emploie le terme environ 100 km. Et environ 20 km. Et ce mot environ est essentiel. Vous allez voir pourquoi après. Alors, je définis la limite de Kármán. Kármán est un scientifique qui s'est intéressé à qu'est-ce qui pouvait faire une limite entre l'air et l'espace. Pour cela... D'origine hongroise, américaine et hongroise. aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Ce scientifique a fait un raisonnement qui est tout à fait intéressant. Il a pris un avion idéal, très fin, avec un moteur idéal qui pousse tant qu'il peut. Il l'a fait monter en altitude. Et comme dans toute science aéronautique, si vous n'accélérez pas quand vous montez, vous finissez par tomber, par décrocher, comme on dit dans le milieu. Il le fait monter en altitude, il le fait accélérer au gré de cette montée. Et puis, arrivé à une altitude dans une atmosphère standard, sachant que l'atmosphère n'est jamais standard, de 86 km à peu près, cet objet, il atteint la vitesse de 28 000 km/h, grosso modo, j'arrondis. Et 28 000 km/h, c'est la vitesse d'orbitation. Donc il s'est dit, c'est bizarre, cet objet finalement, est-ce qu'il s'appuie sur l'air pour voler ou est-ce qu'il n'arrête pas de tomber comme un satellite, orbité en réalité. Et donc il s'est dit que cette limite qu'il a arrondie à 100 km, parce que c'était plus simple, il s'est dit ça ferait une belle frontière entre l'air et l'espace. Et c'est pas faux.
Et c'est pas faux. C'est vrai qu'en dessous, les objets sont de nature à voler, à être appelés des aéronefs, qui est la définition du traité de Chicago, de la Convention de Chicago de 1944. Et au-dessus, bien qu'ils aient potentiellement une forme d'avion, la navette spatiale par exemple, les navettes spatiales, mais de plus en plus, les satellites qui orbitent de plus en plus bas, en VLEO, Very Low Earth Orbit, ou ILEO, Extremely Low Earth Orbit, commencent à avoir des formes d'avion. Et donc ces objets, en fait, orbitent, mais de temps en temps s'appuient sur l'air. On finit par mettre un petit coup pour être sûr de ne pas s'écraser. Pourquoi pas. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est qu'en fait, plus on va avancer, et c'était le début de mon propos, et plus les aéronefs vont se mettre à voler haut, voire passer de temps en temps un peu au-dessus et redescendre en dessous, plus les technologies vont avancer, plus les satellites vont se mettre à orbiter de plus en plus bas, en ressemblant à des avions. Et donc, alors que jusqu'à aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie entre l'air et l'espace, parce qu'il n'y avait rien entre les deux, et que donc la problématique ne se posait pas, demain, cette problématique va se poser. Donc voilà ce qu'est la limite de Kármán. Votre question initiale, c'était la question juridique des choses. Il n'y a que 3 pays qui considèrent que 100 km est la frontière entre l'air et l'espace. Et en écrivant cette stratégie, nous nous sommes collectivement posé la question, est-ce que nous aussi, il faut qu'on clarifie les choses? Et ces 3 pays sont le Canada, le Danemark et l'Australie. Voilà. Et donc, vous voyez, il n'y a pas les grands compétiteurs. Donc, et pour quelle raison ces 3 pays? Parce qu'ils ont estimé que c'était plus simple et qu'il fallait clarifier les choses. Vous savez, c'est dans la vie, la simplicité parfois et la clarté peuvent être un driver. Les Américains, Russes et Chinois ne définissent pas de limite? Non, les règles internationales fixées par le traité de l'espace et la Convention de Chicago parlent d'une frontière dite fonctionnaliste. Elle n'est pas physique, c'est pas une distance, elle est fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'elle dit un objet qui est un aéronef susceptible de voler et du domaine de la Convention de Chicago et tombe sous le coup de la souveraineté au-dessus des États qu'on évoquait tout à l'heure, les objets qui sont susceptibles d'orbiter sont considérés, eux, comme des objets spatiaux et eux sont libres. Vous voyez? Mais prenez une navette spatiale. J'allais dire. Là, voilà, j'anticipais votre question suivante. Prenez une navette spatiale, chinoise par exemple, pour ne pas la citer, qui orbite pendant plusieurs mois. Et puis qui, en rentrant en Chine, finit par passer au-dessus de la France à 100, 110, 120 km ou 90 km en disant non, mais je ne fais que planer tranquillement pour rentrer en Chine. Et qui, au-dessus, potentiellement, fait un certain nombre de missions. Est-ce qu'on est souverain? Est-ce qu'on ne l'est pas? Faut-il l'intercepter, ne pas l'intercepter? Et donc voilà, j'en viens à répondre à votre question. Fallait-il fixer cette frontière des 100 km? On s'est posé la question et la réponse a été non. Nous n'allons pas fixer cette limite pour 2 raisons. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est qu'on aurait été le 4e pays dans le monde. Il en reste 190 autres qui disent le contraire. Être parmi la minorité, très largement minoritaire, c'est jamais très bon en droit international. C'est pas très robuste en tout cas. Si on n'est pas en trop mauvaise compagnie, si c'est Canada. On était en bonne compagnie, il faut reconnaître, mais on n'était pas avec les plus lourds de l'arène. Donc c'était quand même pas forcément une posture d'avenir. Premier argument. Mais le deuxième est très intéressant. On a préféré rester dans ce qu'on appelle l'ambiguïté constructive. Un peu comme les intérêts vitaux de la dissuasion. Comme vous le savez, les intérêts vitaux ne sont pas définis clairement pour éviter qu'un compétiteur puisse jouer avec ses limites. De la même manière, si vous fixez comme limite entre l'air et l'espace 100 km, eh bien vous poussez un compétiteur à passer au-dessus de vous à 110 en disant écoutez, vous m'avez autorisé à passer au-dessus. En maintenant cette ambiguïté constructive, rien ne m'empêche demain de interdire à ce que je sois survolé à cette altitude et potentiellement l'intercepter. Mais est-ce que les Chinois peuvent dire en 2023, c'est pas vraiment chez vous? En 2023 avec leur ballon. Ouais. Alors la question des Chinois, la réponse des Chinois n'a pas été c'est pas vraiment chez vous. Et ils ont bien fait parce que c'était tellement flagrant que c'était au-dessus du territoire. Et c'était à 19 km sur la fin de l'interception. Donc là, ça devenait tellement flagrant. Alors pourquoi 20 km? On n'a pas évoqué les 20 km. On s'est aussi posé la question et on y répond dans la stratégie. La frontière basse. Ça aurait pu être 18, ça aurait pu être 20, ça aurait pu être 22, ça dépend des États, ça dépend des points de vue, etc. Nous, on a fixé 20 parce que d'abord, c'est un chiffre rond, et c'est toujours important d'être assez simple et clair. Et il correspond exactement à la limite en Europe, et en France en particulier, de l'espace aérien contrôlé.
Comme il y a très peu d'aéronefs qui volent au-dessus des 20 km, en fait, on ne s'est pas amusé à contrôler cet espace. Vous n'êtes pas avec un contrôleur aérien qui vous autorise à aller à droite, à gauche, de poursuivre votre vol. Non. L'espace, il est normé. C'est ce qu'on appelle classe golf, quand on est dans ce milieu-là, mais c'est un peu technique. Mais en gros, vous allez là où vous voulez. Et il y a de l'auto-information. Vous pouvez signifier aux uns et aux autres que vous êtes là, mais vous allez à peu près là où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être avec un contrôleur aérien. Correspond aussi à la portée des radars de contrôle ou de guet. Oui, mais oui, effectivement, il y a une forme de cohérence entre cette limite qui était intéressante et pertinente, mais les radars peuvent aller un peu au-dessus, etc. C'était pas vraiment ça. La vraie frontière, elle était réglementaire. En dessous, vous êtes dans l'espace aérien contrôlé. Au-dessus des 20 km, vous êtes dans un espace aérien non contrôlé. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Mais de la même manière qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de circulation de feux rouges, etc., à force de voir passer des calèches, on finit par créer une circulation aérienne. Et c'est la même chose qui se passe dans la très haute altitude. Vous avez des projets européens en particulier, c'est les projets ECO 1, ECO 2, qui sont en train de travailler sur la manière de contrôler cet espace. Voilà. Non, mais oui, mais donc dans un espace au-delà de 20 km, fonctionnellement, on peut plaider que c'est pas clair. Oui, pardon, je n'ai pas répondu à votre question totalement. Pour ce qui est du ballon chinois, il était proche des 20 km et sur la fin, il était en dessous des 20 km. Alors, je ne me souviens plus de la réglementation exacte américaine. Est-ce que l'espace aérien contrôlé est en dessous ou au-dessus des 20 km? On ne doit sûrement pas être loin. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est dans l'air. Lorsque vous êtes à 90 km d'altitude, on peut un peu se poser la question parce qu'il ne reste plus beaucoup d'air. Mais lorsque vous êtes à 21 ou 22 ou 25, la question est très claire. Vous êtes dans l'air. Et donc, ce ballon était dans l'espace aérien américain de manière extrêmement claire et au-dessus du territoire américain, donc tombant sous le coup de la souveraineté américaine. La question qui a été évoquée, et d'ailleurs les juristes chinois ne se sont pas trompés, ils n'ont pas fait fausse route, ils ont évoqué le caractère civil et pacifique de l'objet. Or, la Convention de Chicago indique qu'il y a une vraie différence entre un objet civil et un objet militaire. Et ça a d'ailleurs fait une grande polémique au moment du 11 septembre 2001, puisque tout d'un coup on découvrait qu'un aéronef civil pouvait devenir une arme, et avec toutes les difficultés que l'on connaît. Et donc voilà, les Chinois ont prétexté de cette réalité-là, et n'ont pas compris pourquoi, officiellement... Disent ne pas avoir compris. Disent ne pas avoir compris pourquoi cet objet a été intercepté. Justement, donc si on regarde un petit peu dans le paysage des acteurs maintenant qui évoluent, qui investissent cette THA, acteurs publics, les États, on a parlé, on a vu donc évidemment les Chinois, les Américains, les Russes. Je ne sais pas si c'est en dehors du cas des missiles hypersoniques qu'on a évoqué. Je ne sais pas si on le voit se développer aussi. Qui est-ce que vous voyez dans les grands acteurs géopolitiques et donc en Europe aussi investir cette THA, et puis ensuite un petit peu sur le secteur privé, puisqu'on vous avez cité quelques noms déjà, soit de grandes entreprises, soit de start-up. Comment un petit peu se structure aujourd'hui le paysage des acteurs? On a beaucoup parlé sur l'espace extra-atmosphérique avec le New Space. Comment vous voyez ça du côté de la THA? Alors il y a un grand acteur que je vois émerger, c'est la France. Très clairement. La France a d'immenses avantages dans le domaine de la très haute altitude. Parce que la France est à la fois une nation spatiale et un pays doté. Et donc, vous avez... Les deux étant d'ailleurs liés. Et les deux étant reliés. Les deux étant tout à fait... Il suffit de voir Ariane Group et le PDG d'Ariane Group le dit régulièrement. Exactement. Et donc, vous avez tous les ingrédients pour que nous soyons capables collectivement d'adresser cette question de la très haute altitude. Et on le fait déjà d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard si le CNES, qui est un centre national dédié au spatial, en réalité fait du ballon depuis un certain nombre d'années, plus de 60 ans. Il n'est pas un hasard non plus de constater que l'ONERA est très
très au fait des questions de l'hypervélocité, des questions de ballon, et donc un acteur présent essentiel. Nous avons une base industrielle et technologique, qu'elle soit de défense ou pas d'ailleurs, très présente dans le domaine. Vous avez cité tout à l'heure Emeria. Voilà un exemple d'une société, et d'ailleurs ça n'est pas un hasard, qui est présente dans le spatial. Le premier satellite patrouilleur, Yoda, sera réalisé par l'entreprise Emeria. Et ils sont également très présents dans le ballon. Et ils vont réaliser pour nous ce Ballman, ballon manœuvrant, dès 2025. Vous pouvez citer, on peut citer d'autres entreprises. Thales également est un acteur de la détection. Je ne l'ai pas encore abordé depuis le début, mais il y a trois éléments essentiels pour nous dans la maîtrise de la très haute altitude, c'est d'être capable de détecter les objets qui y sont, être capable de pouvoir les intercepter et être capable de pouvoir tirer profit de cette très haute altitude avec les HAPS et l'hypervélocité. Vous indiquez bien dans la stratégie que c'est pas très facile de les détecter et surtout de les identifier, parce que à ces altitudes-là, il y a quand même des vrais problèmes d'observation et d'identification, quoi. Tout à fait. La détection n'est pas aisée, parce qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, dans le domaine des extrêmes. Les radars sont optimisés pour voir les objets qui se déplacent. Or là, les ballons se déplacent doucement, donc ils sont souvent filtrés. Donc il faut arriver à défiltrer cela. En défiltrant, on récupère beaucoup d'informations. Filtrer, c'est simplement dire on les rejette. Le radar, comme du bruit inutile. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la science des radars, en étant le plus simple possible, c'est que le radar lui-même, l'antenne, voit énormément de choses, voit trop de choses. Et derrière, comme vous voulez faire des choses en temps réel, parce que vous observez les aéronefs à la seconde près, un traitement informatique. Voilà, vous avez un traitement informatique qui se fait en aval de cette détection. Et donc, pour faire en sorte que le calculateur puisse ingérer cette masse d'informations, vous repoussez l'ensemble de l'information inutile pour éviter qu'il ait trop à digérer. Et donc, quelle est l'information inutile souvent ? Ce sont les objets qui sont trop lents, le sol en particulier, qui ne bouge pas et qui crée un clutter, comme on dit dans le jargon technique. Donc vous rejetez les objets qui ont peu de vitesse, vous rejetez les objets qui vont trop vite, parce qu'il n'y a pas d'objet qui va très vite. Vous rejetez les objets qui sont très hauts, etc. Et donc, à un moment donné, ça pose une difficulté. Donc il faut arriver à passer outre cette problématique, qui n'est pas simple. Parce que comme je le disais, si vous vous mettez à observer les objets lents, vous récupérez tout ce fouillis informationnel du sol, et finalement, tous les aéronefs classiques, vous n'arrivez plus à les voir. Donc ça pose une difficulté. Donc on est en train de travailler, c'est l'un des objets des Quick Win 2025 d'ailleurs, que de pouvoir travailler a posteriori, c'est-à-dire comme la chance que nous avons avec les ballons, c'est qu'ils se déplacent doucement, eh bien on est capable de faire des photographies ponctuelles de l'ensemble de ce fouillis et faire un post-traitement pour pouvoir faire ressortir le signal sur ce bruit et faire ressortir les ballons. Vous voyez, donc ça, c'est une vraie difficulté. Avec des radars classiques d'alerte avancée ou de... toute la science radar obéit à ces logiques-là. Il n'y a pas de développement de radar spécifique dédié à cette tranche. Alors, on a parlé des vitesses lentes, il y a aussi la question des vitesses rapides. Il y a des radars qui sont particulièrement adaptés à ces choses-là, parce qu'ils d'abord, ils détectent loin. C'est les technologies UHF en particulier, qui détectent plus loin, ou les transhorizons. Un des Quick Win 2025, c'est le fait de faire émerger sous forme d'une expérimentation le radar Nostradamus de l'ONERA, qui est très particulier parce que son onde fait que elle rebondit, l'onde radar rebondit sur la ionosphère. La ionosphère, qui est cette couche de l'atmosphère qui est à peu près entre 200 et 250 km. Vous voyez, je parle d'une couche de l'atmosphère alors que je suis très au-dessus des 100 km. Vous voyez bien que tout est bien mélangé dans toute cette affaire. Et en rebondissant sur cette tranche-là, comme un miroir, elle est capable de voir de l'autre côté de la colline, voir de l'autre côté de la rotondité de la Terre à plusieurs milliers de kilomètres. Donc voilà encore un exemple d'une technologie radar que nous poussons en particulier du fait de l'émergence de la très haute altitude. On parle de la détection, il y a la question de l'identification, elle n'est pas simple non plus, et elle est très importante. Lorsque vous faites de la posture permanente de sûreté aérienne, le CDAO en particulier, le commandement de la défense aérienne, des opérations de l'armée de l'air et de l'espace. Ce qu'on appelle la police du ciel familiale. Voilà, ce que l'on peut appeler la police du ciel au service du Premier ministre, susceptible de prendre la décision d'abattre ou de ne pas abattre l'objet, comme les Américains ont abattu le ballon chinois. Une des premières questions que vous vous posez,
c'est est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur ? Et il faut pouvoir traiter cette question-là. Et typiquement, comme l'objet est en très haute altitude, que les chasseurs ne vont pas le chercher jusqu'à son altitude, sont susceptibles de l'intercepter, de le tirer à ses altitudes, mais pas d'aller le survoler. C'est le missile qui va faire la fin du chemin. C'est le missile qui va faire la fin du chemin. Eh bien, se pose la question de l'identification. Alors là, il y a les yeux du pilote, mais c'est probablement pas suffisant. Il y a son optronique secteur frontal, ces systèmes d'optronique de l'avion, que ce soit sous forme de pod ou de caméra. On imagine aussi des télescopes pour pouvoir répondre à cette question-là, pour pouvoir à un moment donné se dire, attendez, j'en suis sûr et certain, ça n'est pas un ballon touristique avec 3 personnes dedans. C'est bien un système comme ci ou comme ça. Il semble faire de l'observation, il se déplace pas. Enfin bref, toutes les questions classiques que l'on se pose sur l'identification avant de prendre la décision ultime que de l'abattre si nécessaire. Mentionnons qu'on ne recommande pas particulièrement de faire du ballon touristique à 35 ou 40 km d'altitude, mais sait-on jamais. On a vu des hobbies plus étranges que celui-ci. Mais pourquoi pas. En tout cas, il est. Ce serait bien d'avoir un transpondeur ou un truc. Un ballon touristique doit avoir un transpondeur, mais les transpondeurs parfois ils tombent en panne. Et c'est un vrai sujet pour les avions non identifiés. On a toujours le doute. Est-ce que c'est un avion en panne ou est-ce que c'est un avion d'un compétiteur qui nous teste ? Donc c'est une vraie difficulté. Pour finir le clin d'œil au ballon touristique, ce n'est pas un sujet militaire. Une chose est sûre, c'est que vous permet quand même d'appréhender la rotondité de la Terre et d'avoir un avant-goût du spatial, même si vous êtes quand même assez loin du spatial, à des coûts plus raisonnables que les expériences. Le tourisme spatial, voilà, avec les expériences sans gravité. Voilà, on pourrait dire que c'est du tourisme pseudo-spatial. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a un bilan CO2 qui est quand même nettement inférieur à ce que l'on fait avec une fusée. Et enfin, peut-être, dernière question. Oui, pour terminer, juste très bien sur la détection, mais sur ce tour d'horizon des acteurs et des opérateurs. Hein. Donc, on a tout ce que vous évoquez pour l'instant. Donc, il y a des acteurs industriels dans la production de ces systèmes. On parle quand même d'opérateurs étatiques. Ou est-ce qu'on a aussi des opérateurs privés qui pourraient vendre des services en THA qui serait à la vente, si je puis dire, pour des États, comme on le voit dans le spatial, encore une fois, avec des opérateurs de constellation qui sont sur une logique de service. Alors, c'est une question très, très intéressante parce qu'effectivement, comme vous le disiez, elle rentre en résonance avec le milieu spatial. Un des éléments qui fait le lien entre la THA et l'espace, c'est qu'on est dans des milieux très technologiques, très complexes, milieu des extrêmes. Et comme ce sont des milieux complexes, technologiques et d'extrêmes, en fait, ils sont chers par nature. Ça n'est pas un sport de masse que de monter dans l'espace, ça n'est pas un sport de masse que de survivre dans l'espace, de la même manière que atteindre la THA et s'y déplacer, ça n'est pas forcément simple. Et donc, on change un peu de monde. Alors que jusqu'à aujourd'hui, nos objets militaires étaient principalement étatiques, militaires, et les industriels étaient en back-office pour les entretenir de manière industrielle. Un Rafale, par exemple, appartient évidemment aux armées françaises, que ce soit l'armée de l'air et de l'espace ou la marine. Mais je dirais l'entretien basique se fait par nos militaires. L'entretien de deuxième niveau aussi, en grande partie. Mais dès que vous arrivez à un back-office avec un aéronef qui doit faire une visite périodique longue ou qu'il est fortement endommagé, eh bien, on bascule dans un niveau d'intervention qui est dit industriel. Et ce sont les industriels qui le font en back-office. Dans ces milieux spatiaux et dans la très haute altitude, eh bien, tout d'un coup, on a du mal à pouvoir adresser l'intégralité de la question au niveau étatique. Et c'est pour cela que vous retrouvez des services. Et l'exemple emblématique de cela, c'est Starlink, en Ukraine. Avec en réalité un acteur qui n'est plus en back-office, Starlink, mais en front-office du combat. Et tellement en front-office du combat qu'il se retrouve menacé par les Russes et poussé à couper son système au moment d'une attaque ukrainienne sur la Crimée. Donc vous voyez que ça pose des problématiques juridiques extrêmement présentes en termes de droit des conflits armés. Est-ce que ces entreprises sont directement impliquées dans le conflit ou pas ? Ça pose de nouvelles problématiques. Et pour répondre à votre question, eh bien,
Dans la très haute altitude, eh bien, typiquement pour des objets comme le Zéphyr, l'avion solaire Zéphyr ou le ballon manœuvrant Ballman, il n'est pas impossible, au moins dans une première partie, eh bien, que nous les utilisions sous forme de service, de location. Voilà. Le Stratobus que nous n'avons pas encore évoqué, qui est un dirigeable à plus long terme, c'est plutôt l'horizon 2029-2030, qui est un dirigeable de la société Thales Alenia Space, eh bien c'est un objet qui sera potentiellement plus cher et dont on sera amené probablement, au moins au début, que l'on sera amené à utiliser sous forme de location. Et enfin, toute dernière question peut-être pour ouvrir, puisque c'est quelque chose qui évolue extrêmement vite, etc., et c'est des capacités qui sont en construction, on le mesure bien, mais est-ce que vous avez une vision, une idée, une image même plus ou moins nette de ce que vous aimeriez que la France soit capable de faire en THA d'ici 5 ans ou 10 ans, enfin, choisissez l'horizon qui vous paraît le plus pertinent, mais voilà, de ces savoir-faire qui sont en train de se constituer en termes de capacité d'action qui sont en train d'être construites, où est-ce que vous voudriez qu'on soit dans quelques années ? Et plus généralement, ce que vous pensez qu'on va voir dans la THA dans les 10 prochaines années ? Alors, l'horizon que vous présentez, 5 à 10 ans, est tout à fait compatible de ce que l'on présente dans la stratégie. C'est vraiment l'horizon qu'on s'est forcé. Donc, je dirais les réponses sont dans la stratégie pour la très haute altitude. Ce que nous recherchons très clairement, nous, État français et plus spécifiquement militaire, ministère des Armées, c'est de maîtriser cette zone. Voilà. Nos compétiteurs, traditionnellement, utilisent tous les espaces qu'on leur laisse pour pouvoir s'y introduire et les utiliser à leur profit. Un peu comme je le disais tout à l'heure à l'image des fonds marins, la très haute altitude va se développer mécaniquement au gré des progrès technologiques. Nous, il nous faut la maîtriser. Et la maîtriser, c'est les 3 piliers que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire être capable, à court terme et jusqu'à l'horizon 2030, comme vous le disiez, de pouvoir bien le détecter, bien la détecter, bien l'identifier. Voilà, c'est le premier pilier. Bien détecter, bien identifier, comprendre ce qu'il s'y passe. Bien se renseigner d'ailleurs aussi. C'est vraiment un triptyque, quoi. Renseigner, détecter, identifier. Premier pilier de ce que l'on recherche à faire à court et moyen terme. Deuxième pilier essentiel, c'est d'être capable de pouvoir les intercepter, si nécessaire. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse qui n'a pas été ouverte lorsqu'on a évoqué la souveraineté, mais qui est essentielle. Il n'y a souveraineté au-dessus des États que si le droit est avec vous, mais ça n'est pas une condition suffisante. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il n'y a véritablement souveraineté que si vous avez la capacité à pouvoir faire respecter ce droit. Et donc le deuxième pilier de cette maîtrise, c'est être capable de pouvoir l'appliquer et donc d'intercepter, de neutraliser si nécessaire les objets qui s'y trouvent. Que ce soit des armes hypervéloces, que ce soit des HAPS, des ballons ou des avions solaires. Et puis le troisième pilier essentiel... Simplement, est-ce que vous avez l'impression, donc avec les essais qui ont été faits à partir de Mirage 2000 et de Rafale, qu'il y a la bonne brique pour le moment, ou que là, ça va évoluer tellement vite et ça va se multiplier tellement vite qu'il va falloir quand même songer assez rapidement à d'autres outils ad hoc qui doivent apparaître ? Alors, les premières interceptions que nous avons réalisées sont très encourageantes. Objectivement, elles sont très encourageantes. Nous avons le sentiment, à ce stade, de bien maîtriser cette affaire. Mais comme on rentre dans une bataille du glaive et du bouclier, qui est la bataille de l'altitude en réalité, avec des objets qui vont monter de plus en plus haut et des intercepteurs qui vont essayer de les intercepter le plus haut possible, il ne faut pas abaisser la garde et continuer à progresser, c'est ce que nous allons faire. Et avec la question... Aussi bien côté avions de chasse et intercepteurs et missiles associés, et système sol-air. Et à ce titre-là, la stratégie évoque des travaux d'expérimentation de systèmes dédiés aux HAPS. Et j'en viens quand même, je poursuis ma réponse sur la maîtrise à court et moyen terme de la très haute altitude. Eh bien, le troisième pilier, c'est opérer depuis la très haute altitude, être capable de pouvoir l'utiliser à notre profit. Voilà, ça rentre en résonance en réalité avec le plan stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace,
qui voit l'action de son armée et qui l'exprime sous la forme des enjeux de l'avant, de l'arrière et les enjeux de la verticalité. Et la très haute altitude est présente dans ces trois domaines. Les enjeux de l'avant, lorsqu'on parlait d'utiliser la très haute altitude, c'est pouvoir frapper en profondeur, faire ce que les Israéliens ont fait en Iran pour pouvoir aller neutraliser les systèmes adverses. Ça, c'est un élément clé de la supériorité aérienne ou supériorité aérospatiale de demain. L'arrière, c'est toute la question de la protection, de la défense aérienne antimissile, c'est toute cette question-là. Et puis la verticalité, eh bien, c'est la prise de conscience que nous sommes aujourd'hui, du fait des progrès technologiques, non pas dans une dichotomie brutale entre l'air d'un côté très bas et le spatial très haut, mais en réalité dans une forme de continuité aérospatiale du sol jusqu'à l'espace en passant par la très haute altitude. Merci beaucoup, mon général. Merci à vous. Merci Ali. Merci Alexandre. Donc on mettra évidemment le lien vers la stratégie dans la description de l'épisode, mais qui, je le répète, est une excellente lecture, en plus très fluide et très pédagogique et très bien illustrée. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme toujours, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux, tout comme appréciation, etc., par Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.